Salut tout le monde, c'est Jinji, on se retrouve pour le Jinji DR de présentation, donc la deuxième et dernière partie de Ryutama. Il n'y avait pas beaucoup d'éléments dans la gamme Ryutama, donc j'ai pris ce qui était important. Donc là, apparemment, avec l'écran de maître de jeu, il y a un petit fascicule avec, plus l'écran. Donc l'écran, alors si j'ai peut-être une doléance à faire, c'est que l'écran fait beaucoup plus amateur que le contenu du livre, ce qui est un peu dommage, mais n'empêche que ce que j'ai déjà lu de ça m'a déjà plu. Donc là, en fait, ce que je dois faire, c'est que quand je vais discuter avec mes joueurs, il faudrait pas que ma hype vienne écraser en fait un point de vue efficace sur les possibilités que j'ai de faire jouer tel ou tel autre jeu. Bref, allez, commençons sans plus attendre. Donc voilà. Je pense qu'avec Ryutama, je peux faire énormément de choses belles, de choses intéressantes. Et pourtant, si vous vous souvenez de ce que j'ai dit dans la partie précédente, alors on le fait à l'ancienne, hein. Ce que je vous ai dit dans la partie précédente, c'est que je comptais en fait utiliser les ressources de Modern Age et de Fantasy Age, épaulées par Blue Rose, pour faire aussi un univers de JRPG, parce que ça, c'est, je sais pas si j'en avais suffisamment parlé dans les conclusions de Blue Rose. Par exemple, je disais qu'on pouvait bel et bien faire jouer Berserk avec Blue Rose, ou d'autres mangas, ou des univers de fantasy, des univers plaisants. Ah ben, dites-vous bien que là, je suis dans un choix où il y a un sens où en fait, tu sais que c'est l'énergie, l'intention, la passion, et de l'autre côté, tu as la technique, tu as le cadre, et tu as, comment dire ça, tu as aussi les codes. Donc en fait, je suis dans un choix cornélien, mais pour l'instant, ah voilà. Donc là, on est sur une reliure, on est sur du carton semi-plastifié. Voilà. Vous voyez? Attention, ça fait le taf, hein. J'ai beau dire, ah là là, oui, ça fait un petit peu plus amateur, mais ça fait amplement le taf. Voilà. Donc là, il y a les explications, il y a les tests. Donc franchement, avec ça, tu risques de pas te perdre. Donc, si vous achetez le jeu, achetez l'écran de maître de jeu. Franchement, ça se tient. Je veux dire, c'est du basique. Voilà. On est sur des choses assez efficaces. Donc voilà. Et puis ensuite, la partie la plus intéressante, ça doit être sans doute le fascicule. Regardez ça. Et là, en fait, jouer un gobelin chaton. Ah, donc apparemment là, on a une, ça doit être ça les choses supplémentaires. Donc voilà. Donc apparemment il y a des créatures que tu peux jouer parce que c'est vrai que dans Ryutama, on te donne une idée de classe, mais pas d'idée de race. Donc ça doit être l'espèce de créature basique quoi qu'on voit dans les JRPG, l'espèce de mascotte. Ouais, c'est carrément ça. C'est une espèce de, regardons ça. Voilà, on est sur un personnage mascotte. Euh, Moi, ça me ferait beaucoup penser aux félines, forcément aux félines de Monster Hunter. Euh, D'ailleurs, moi, j'adorais jouer dans les jeux où on me permettait de jouer les félines. Dans Monster Hunter, j'adorais jouer les félines. Parce qu'en fait, tout paraît plus grand et tes combos sont différents. Donc, tu es obligé de penser différemment. Moi, j'adorais ça. Donc, apparemment, il y a d'autres choses. Tresseur, ermite, météomancien. Donc, apparemment, c'est un supplément qui rajoute une créature. Donc, c'est plutôt pas mal. Hmm. Après, je pense que ça ajoute des classes supplémentaires en plus. Pas que pour pas que pour la créature en fait. Le voyage maritime. Ah, d'accord, il y a un supplément voyage maritime dedans. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment pas mal. Et c'est pour ça que j'avais trouvé un truc sur NetGag qui déterminait en fait à quoi ressemble tel ou tel lieu. Je vais essayer de le poser
en incrustation dans la vidéo, parce que ça, je pense que c'est un truc qui va enfin m'être utile, puisque d'habitude, pour mes joueurs, je suis pas trop habitué en fait, je décris des paysages, mais je n'ai pas besoin de rentrer des fois dans le détail. Ou à l'inverse, ils savent exactement quelques mots de quel endroit je parle. Donc voilà. Donc il y a les tests. Il y a des imprévus. Donc, le fascicule il est vraiment petit. Je pense que j'ai bientôt fait le tour. Ah ouais. Regardez ça. Apparemment, il y a des navires avec des caractéristiques et tout. On est sur quelque chose d'efficace. Mais je suis en train de réfléchir, mais ce jeu-là, il est comme c'est un truc basé sur les JRPG, mais ce jeu-là, il est tellement fait pour jouer des campagnes et pas des one-shots. Voilà. Et puis surtout, si tu te renseignes, il y a moyen que tu puisses facilement améliorer le truc. Il y a la personnalisation du navire. Voilà. Les armateurs. Donc là, en fait, c'est un supplément qui a été rajouté pour le combat, le déplacement, le voyage maritime. Et vous voyez, voilà, là par exemple, on parle de si en fait tous les officiers ennemis ont été vaincus, ont fui ou se sont rendus, il est possible de prendre le contrôle de leur navire. Voilà. En fait, le truc avec le JRPG, c'est que c'est tellement, à la fois une esthétique et un genre et un type de jeu que en fait, si tu connais bien le truc comme moi, ça te renvoie toujours à quelque chose. Par exemple, moi j'ai vu le truc maritime, les voyages, ça m'a fait penser à un jeu qui était pas très populaire et qui est fermé d'ailleurs très très vite. Je crois, c'est Florentia. Donc c'est clairement le délire. Et là, il y a des rencontres et des voyages. En fait, c'est une table des rencontres spéciales en fonction du type de dragon. Et je me disais pourquoi en fait le dos c'était ça. C'est parce qu'en fait il y a les trucs par rapport à chaque dragon. Bon. Bah sinon, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça pour boucler la vidéo? Apparemment, je sais que j'ai dans mes mains une pépite. Une pépite dont mon cerveau est déjà en train de cogiter, il est en train de me dire « Hé mec, tu sais ce que tu voulais faire là? C'est peut-être possible. » Donc là, je vais probablement le lire à mon aise, tranquillou. Alors, on va faire un rapport de la qualité, le fascicule. On est dans une qualité de papier qui est plutôt pas mal. Voilà, on sent que c'est du papier épais. Je le sais parce que c'est la même épaisseur de papier que j'utilise pour mes imprimantes. Je prends pas le truc qui est tout facilement machin. Je prends toujours des couches de papier A4 qui sont très solides, donc on est sur un papier similaire. Alors le plastifié là, le côté plastifié, moi j'aime bien pour ça. Voilà, niveau paravent, je pense que ça devrait aller. Ici, on est sur la couverture cartonnée. Mais le papier, j'ai quand même une doléance là-dessus parce que ça me fait beaucoup penser à l'épaisseur de papier recyclé qu'on utilise pour certains livres. Tu vois, vous voyez les livres en papier, les livres avec des feuilles en papier recyclé. Donc, souhaitons que, voilà, je ne vienne pas merder, mais l'épaisseur de papier est un peu mince, je trouve, pour un livre. Mais n'empêche que cette édition anniversaire, il y a des gens qui disaient oui, en fait, les niveaux couleurs, les trucs il est en noir et blanc, il n'est pas en couleur, comme l'était le truc à sa sortie. Et c'est un petit peu ce que je ferais principalement comme remarque au Kickstarter. Pourquoi je ne saute pas dessus? Une des raisons, c'est justement ça, c'est ce côté où en fait, ceux qui ont pledgé, évidemment, ils ont tout contenu exclusif, donc jusque-là, il n'y a pas de problème, je n'ai rien à dire contre ça. Mais en fait, je pense qu'il y a moyen de donner du contenu tout aussi qualitatif, mais ne pas forcément donner les mêmes choses, si vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, il y a toujours un moyen de laisser une porte ouverte pour
quelque chose qui est pas forcément équivalent, mais quelque chose de tout aussi acceptable. Là, je sais pas si j'aurais voulu spécifiquement que tout serait en couleur comme cette illustration-là. Je pense que ça aurait été très très accessoire. Le noir et blanc, ça me va, mais ce n'est jamais qu'une question de goût. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ben, que ce jeu, il y a énormément d'abréviations. Il y a du calcul, mais c'est vraiment de l'arithmétique très basique. Et c'est seulement quand tu vas devoir calculer les prix des objets, il y a des multiplicateurs, par exemple quand c'est 9 et c'est beau, c'est multiplié par 5 le prix. On est sur une notion de gold qui fait beaucoup penser au JRPG également. Mais alors ça c'est une remarque que je peux faire par rapport à des gens que j'ai vu créer des jeux de rôle qui s'inspirent beaucoup des JRPG sans s'en rendre compte, et c'est vraiment pour des amateurs je trouve ça vraiment mauvais, c'est qu'ils sont pas partis dans la surenchère des chiffres. Le défaut que j'ai trouvé à certains jeux de rôle amateurs qu'ont fait des gens et que j'ai pu jouer, tester tout ça, c'est ce côté amateur où en fait ils pensent que un gros chiffre, ou plutôt un gros nombre, eh ben, en fait ça démontre quelque chose. Voilà. Après, c'est vrai que j'ai un point de vue sur, par exemple, ne serait-ce que sur les action RPG, les hack and slash. Moi, je déteste voir des colonnes de chiffres en train de descendre, descendre, descendre. Je supporte pas ça. Je les vire. Des gens diront oui, mais après, tu ne vois pas si ton truc est optimisé ou pas. Je dirais que moi, ça dépend. Par exemple, moi, quand je joue à Titan Quest, bon, pour expliquer Titan Quest comment c'est un hack and slash qui se passe à une ère de genre de l'Antiquité, et tu pars de la Grèce et tu finis genre en Chine, puis après jusqu'aux enfers. Et plus récemment, avec la reprise par THQ Nordic jusqu'à la cité d'Atlantis. Et en fait, dans ce jeu-là, il n'y a pas des masses de monstres qui se jettent sur toi, comme dans certains hack and slash, mais quand quelqu'un te fait mal, tu te dis aïe, mais c'est qui m'a fait ça? Et tu sais qu'il n'y a pas autant d'ennemis, tu sais que tu peux pas balancer des AOE par milliers, donc du coup il y a toujours cette espèce de tension pour essayer d'affronter la personne qui te fait le plus de dommages. Et c'est cette tension là, et c'est le point fort que j'aime chez les créateurs de Titan Quest, c'est-à-dire Titan Quest et Grim Dawn, c'est ce côté où en fait ils ont compris que faire des colonnes de chiffres ça sert à rien, que de toutes les façons quand il y a une menace, il y a toujours une espèce de tension dans ce que tu vas faire, et de toutes les façons si tu évalues bien de quoi tu es capable, tu seras capable à la fois d'identifier la menace, mais aussi de savoir qui tu peux allonger le plus vite possible. Et Ryutama me fait beaucoup penser à ça. Parce que Ryutama, le truc me fait beaucoup penser à ça dans la mesure où on est sur... Petit portable à charger, voilà. On est sur un jeu qui a compris que des masses de chiffres, c'est pas important. De l'arithmétique de base et le reste à la charge du maître de jeu, à la calculette. La calculette fait partie maintenant de l'équipement du rôliste. Ça ne vaut pas la peine d'en parler dans une vidéo à part, mais la calculette fait partie du rôliste parce que à l'échelle numérique, tu l'as. Il y a toujours ce côté où tu calcules. Et en fait, quand tu es maître de jeu, même quand tu es vétéran, tu as toujours le doute, en fait, de est-ce que j'ai bien calculé le truc? Ou est-ce que j'ai bien tout pris en compte? Et à ce moment-là, tu utilises la calculette. C'est mon cas. Donc, jusque-là, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas vous sortir l'argument du les maths c'est bien. On est sur un JDR qui est très basique. On voit bien qu'on est sur un JDR qui, comment dire ça, qui effectivement emprunte beaucoup aux jeux vidéo, mais essaie aussi d'être beaucoup moins chiant sur certains calculs, sur certaines notions. Tout en sachant que le système de critique qu'il y a à l'intérieur, pour moi, il me plaît beaucoup. Un double 1, c'est un échec critique, peu importe les valeurs de dés que tu lances. Et il faut lancer la même valeur maximum que la valeur de dés, et les dés supérieurs fassent exactement la même valeur. Ce qui fait que les gens qui viennent chialer oui mais le hasard, gna gna gna, tout en sachant que j'en ai déjà parlé, ce n'est pas une question de hasard mais de probabilité, ils ont décidé de renvoyer un bon coup de pied au cul aux gens qui viendraient faire ouin ouin. Donc
Ça va l'air bien. Alors ça ressemble à une conclusion de lecture holistique, mais calmez-vous, c'est pas une lecture de holistique, je n'ai pas fini avec. Peut-être que je vais me heurter à des murs et puis je ne le sais pas. En tout cas, ça c'est mon premier aperçu là-dessus. Donc, mis à part le fait que je peux vous dire, ça a l'air pas mal. De toutes les façons, beaucoup de gens qui ont commencé le jeu de rôle ont d'abord joué à des JRPG. Et aussi, des fois, il y a des gens qui se posent des questions du genre oui, mais je voudrais un jeu de rôle qui me permet de jouer comme dans les JRPG, comme dans les Dragon Quest, ou ce genre de choses-là, et de manière plus sereine. Bon, on va clairement dire que Anima, c'est pas le délire. Voilà, puisque Anima, c'est joli, c'est beau, les illustrations, c'est impeccable. Mais c'est vrai qu'Anima, à un moment, mon cerveau a dit stop. Il l'a dit stop à 4 reprises. Voilà. L'affaire est classée. Musique triste. Voilà. Ah bah du coup, Ryutama, je pense qu'il est une très très bonne alternative. Après, évidemment, il y a d'autres jeux qui me permettraient de faire du JRPG, j'en ai déjà parlé. Comme par exemple, je pense que My Little Pony, il y a moyen que tu puisses faire une campagne de My Little Pony vraiment comme si c'était un JRPG, mais dans l'univers de My Little Pony. C'est possible. En fait, j'ai du mal à le mettre en face de quelque chose d'autre, puisque en fait, il est, comment dire ça? Quand je le lis, ça se voit que c'est effectivement quelqu'un qui a connu les jeux vidéo avant de connaître le jeu de rôle. Et il y a toujours ce côté dans les gens qui font des jeux de rôle adaptés de manga ou de jeux vidéo, dont je fais partie puisque le premier univers de mon premier jeu de rôle c'est un univers de manga à la base. Ben je me dis, effectivement j'avais cette façon de traiter là. Puis ensuite en fait je suis passé à autre chose parce que j'ai compris d'autres choses et je suis arrivé à d'autres conclusions. Mais ça veut pas dire que ce que j'ai mis de côté ou ce que j'ai laissé tomber et qui apparaîtrait dans ça veut dire que c'est mauvais. Donc apparemment il savait ce qu'il faisait. J'ai lu des choses intéressantes, j'ai lu des choses aussi minimalistes. Et au niveau des descriptions de ce qui est faisable, ce qui est possible, je pense qu'il y a toujours moyen d'étoffer tout le contenu qu'il y a à l'intérieur. Mais arriver aux limites de ce jeu-là, il faudrait vraiment que je le lise plusieurs fois pour connaître ses limites. Bref, je vous dis à la prochaine fois pour d'autres vidéos. Moi, j'ai un petit travail à faire sur Ryutama. Et surtout, il faut que je commence à réfléchir à voir quelles sont mes possibilités avec ce jeu. Parce que j'ai quelques idées en tête. Je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.